bénéficiaire du Boucané au mémorial d'Afrique du Nord. Mémorial qui a été construit et dédié à tous les défunts des familles qui reposent en Algérie. Donc nous porterons dans notre prière tous nos chers disparus. Et je sais que certains d'entre vous ont préparé quelques fleurs, quelques bouquets de fleurs. Marie devient une vierge pèlerine qui parcourt, qui va dans les villes, les villages, et qui parcourt donc notre région pour venir à notre rencontre. À vous, ma souveraine, ma douce reine, à moi, nous sommes soumis. Je m'abandonne notre Algérie, les horizons franges d'or, et de ces mots la féerie. Mais je t'aime bien plus encore. Allez, ma douce reine, amour, amour. John, bonjour. Alors là, tu viens de nous faire une démonstration. Donc, tu es un ancien champion de canoë et actuellement, tu es venu en France dans le cadre des Jeux para-canoë, c'est ça? Donc en fait, il a commencé à faire du canoë quand il avait 7 ans et il a eu la chance en fait quelques années après de pouvoir participer aux Jeux Olympiques, donc les premiers à Munich et 4 ans après à Montréal. Et donc aujourd'hui tu es ici
en tant que formateur? Well, I'm the chair of the International Canoe Federation's Para-Canoe Committee, and in cooperation with the French Canoe Kayak Federation, we are organizing this training seminar for Para-Canoe classifier. Et alors, en quoi ça consiste la formation? Well, this training is about. Alors la première chose, c'est vraiment question des athlètes. C'est vraiment ce ils sont là pour ça. C'est que pour la première fois à Rio en 2016, donc il va y avoir les Jeux Olympiques et ils ont besoin de faire une classification la plus juste possible pour qu'il n'y ait pas une différence énorme entre les athlètes et qu'il n'y ait pas de problème justement. Donc il faut faire les classifications. Par rapport au handicap? Par rapport à leur handicap, c'est ça, tout à fait. Par rapport au handicap. Donc vous avez eu de bons élèves là? Very good students. We have 8 countries here from 4 continents in this event. Donc il disait qu'il a eu des très très bons élèves. Il faut savoir qu'il y a 8 pays qui sont représentés, il y a 4 continents. Donc c'est la première fois où ils sont réunis. Là c'est important parce qu'il faut vraiment montrer que ce sport est vraiment très adapté pour eux, quel que soit le handicap. Et il suffit simplement de trouver la classification. Et pourquoi cet événement se passe ici aujourd'hui au Grau du Roi? Pourquoi ce choix du Grau du Roi en France? Voilà, donc c'est vrai que là, à l'heure actuelle, écoutez, il fait beau, il fait encore un peu chaud. Donc comme il y a une bonne partie des essais se font et des tests se font sur l'eau, donc ils ont besoin d'un lieu qui est quand même très agréable. Donc comme dit, le Canada, c'était pas une option à cette période-là de l'année. Donc là, c'est vrai qu'ils ont eu la chance qu'il fasse très très beau ce week-end. Et puis il faut savoir ici que le club est très très actif, donc ils étaient prêts à les recevoir et à tout organiser. Donc prochain rendez-vous pour les Jeux Olympiques? Donc là pour l'instant, il y a au mois de mai, donc ils vont être en Allemagne pour la dernière qualification et ensuite après il y aura les Jeux, avant les Jeux Olympiques, il y a les internationaux qui se passeront donc à Moscou. Eh bien, très bien, merci John, et puis on te laisse profiter du soleil. Ah, merci beaucoup. Merci. You're gonna go back 10. All right. Okay. All right. Good. Ça s'est bien passé là. Vous avez eu combien il y a d'élèves là, dans des formations comme je crois qu'il y a une vingtaine de personnes. Et effectivement, comme l'a précisé John Edwards, je crois qu'il y a au moins 8 nationalités qui sont présentes. Ça va du Japon à l'Australie, à la Pologne, il y a aussi l'Espagne. Donc c'est un gros événement. Oui, c'est un gros événement. D'ailleurs, on a beaucoup de plaisir à accueillir cette formation internationale, puisqu'en fait, c'est la Fédération internationale de canoë qui est responsable de cette formation. Et comme l'a bien précisé John Edwards, c'est en prévision des premières participations du canoë au cours des Jeux paralympiques de Rio, où c'est vraiment une discipline à part entière. Et donc là, c'est pour mettre tout le monde au même niveau. Alors, la classification, effectivement, et c'est extrêmement délicat, c'est effectivement d'arriver à mettre tous les compétiteurs avec les mêmes cartes, on va dire physiques et autres, pour être à égalité de chance au départ des compétitions et des courses. Donc c'est pour pas faire quelque chose de subjectif, mais avec des critères. Le minimum de subjectivité, le maximum d'objectivité, bien sûr, pour que tout le monde ait les mêmes chances. C'est vraiment très important. Oui, c'est très très important. Et c'est pas facile. Et ça va pas être facile. Parce qu'évidemment, chaque cas est un cas particulier. Et j'ai pu constater moi-même que effectivement, c'était extrêmement sérieux et que quand l'avis est donné, il repose sur des bases solides et qui ne prêteront pas à discussion. En tout cas, ça a l'air de se passer dans la bonne humeur et la convivialité. Ça a l'air d'être un événement. Tout à fait, ça se passe très bien. Mais j'aurais tendance à dire, comme souvent dans le milieu du canoë-kayak, mais c'est moi là qui n'est pas très objectif. Très bien. Subjectif. Merci beaucoup. Voilà, mais c'est moi qui vous remercie. François, bonjour. Alors tu es revendeur à la Foire Expo de Montpellier du Cityboard. Alors qu'est-ce que c'est que le Cityboard? Cityboard, c'est un engin de déplacement électrique donc, de type Segway, c'est-à-dire ce qu'on appelle un gyropode. C'est un engin qui possède une électronique très avancée, qui comprend les déplacements de votre corps et qui corrige l'équilibre. Ce qui fait qu'en fait, vous vous tenez magiquement sur 2 roues, comme un équilibriste dans un cirque. Et ça se fait tout seul.
Personnellement, après un petit peu d'utilisation, j'ai l'impression d'être sur une planche. Vraiment. Et donc, on a une autonomie de combien de temps là? Pour une personne normalement constituée, c'est-à-dire un peu plus maigre que moi, c'est une quinzaine de kilomètres. Donc ça permet de traverser une ville, de se rendre au restaurant. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On le recharge? On peut le recharger, tout à fait. Il se recharge en 2 heures, donc on emmène le chargeur avec soi. Donc c'est à l'électricité? Électrique, oui, tout à fait. Et ça va à quelle vitesse maximum? Vitesse maximum entre 10 et 12 km/h. À partir de la vitesse maximum, l'appareil fait un petit bip. Vous signalez qu'il est au maximum, et puis vous le sentez, il refuse d'avancer plus. D'accord. Et là, alors là, on propose ça à la Foire Expo. Donc, on propose à quel prix? Alors, le prix foire est de 599 € au lieu de 699 le prix normal. Alors tout le monde peut venir tester. Tout le monde peut venir. Pendant les 10 jours de la foire, tout le monde peut venir tester. Exactement. Tester, c'est l'approuver. Tester, c'est l'approuver, tout à fait. J'aurais beaucoup de jeunes, tu as une clientèle plutôt de jeunes ou plutôt c'est tout âge? Il y a des vieux comme moi. Il y a des jeunes. En fait, ça peut être considéré aussi comme un jouet pour les jeunes de 12 ans. Par exemple, j'aurais eu 12 ans avec un appareil comme ça, je me serais damné pour l'avoir à Noël. J'aurais nettoyé les vitres 10 fois par semaine, j'aurais tendu la pelouse. C'est mieux que le vélo. Pour toi, c'est mieux que le vélo? C'est plus facile déjà que le vélo pour apprendre. Et oui, il n'y a pas besoin de pédaler. Par contre, le fait de chercher l'équilibre, est-ce que ça muscle? Parce qu'il y a des... Ça doit muscler le bassin à mon avis, parce que c'est vrai que quand on en fait 1 heure ou 2, on sent quand même le bassin. Ouais. Alors je vois que derrière tu as des casques. Ouais. Le port du casque est obligatoire? Non, pas du tout. En fait, la législation, c'est conseillé pour les jeunes enfants. Tout à fait. Et les jeunes enfants, il faut que ce soit fait sous surveillance d'un adulte. Alors c'est clair, c'est que c'est tout petit, donc ça va être très facile à transporter. On met ça dans le coffre de la voiture, et puis on se garde dans le parking, et puis après on va bosser avec. Voilà, ou on va au tram avec. Ça peut être pratique. On va au tram avec, on le prend sous le bras dans le tram, et puis du tram au boulot. Voilà. Et au boulot, on a un chargeur, donc on le recharge pour le retour. Alors, tu me disais que ça vient de Chine. Ouais. Ah, mais je te vois faire comme ça. Il n'y a pas que du mauvais en Chine. C'est un appareil vraiment extraordinaire. Au niveau conception, au niveau intelligence de conception, ça a été fait par une personne en fait, en Chine. Mais c'est garanti? C'est garanti 2 ans sur Montpellier. Sur Montpellier, service technique à Montpellier. Ah, service technique à Montpellier. D'accord. Très bien, bah, écoute, on va tester. Et on va voir si tester c'est approuvé. Je veux dire pas raide, mais pas comme ça et pas comme ça. Si tu es comme ça, tu iras en arrière ou en avant sans trop savoir ce qui se passe. Voilà. Et puis je vais te tenir. Pendant 1 minute ou 30 secondes, tu vas voir c'est différent. Regarde-moi. Voilà. Ok, regarde. Ah voilà, tu vas. Là, tu n'es pas équilibré là. Tu es trop tendu dans les bras.
Inauguration. Alors, 11h, accueil des personnalités. Bonsoir. Montpelliérain. Montpelliéraine. Ils sont nombreux. Bienvenue à l'inauguration de la 67e foire internationale de l'Open d'Océan. Je vais, comme il est tradition, passer la parole à Jean-Pierre Foucault, le maire de Guéron. Jean-Pierre, à toi. Viens te voir comme ça. Ça peut aller. Monsieur le Président de région, Monsieur le Président de la métropole, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette foire internationale de Montpellier sur le territoire de la commune de Péronne. Et je souhaite que vous puissiez passer un très agréable salon, que vous puissiez avoir de nombreux échanges. Je souhaite que cette fête soit la plus dynamique possible. Et je sais que les organisateurs, nous qui vont travailler avec Madame la Présidente, Agnès Julien, nous avons beaucoup travaillé avec l'ensemble de ces services pour la rendre beaucoup plus dynamique et faire en sorte qu'elle puisse avoir un nouveau souffle. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une bonne foire internationale de Montpellier. Merci. La parole est à Agnès Julien, la présidente de Montpellier-Metz. Madame le sous-préfet, messieurs les présidents, monsieur le vice-président du département, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus. Alors Nicolas, bonjour. Tu es chercheur au CIRAD, Centre international de recherche en agronomie pour le développement. Alors tu viens de faire un exposé dans le train du climat. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le train du climat? C'est atypique comme lieu pour une conférence. Le train du climat, c'est une initiative du ministère de la Recherche, avec des tas d'organismes de recherche et des tas d'organismes en général, pour sensibiliser la population française sur les enjeux du climat, parce qu'en France, début décembre, la France va héberger la grande négociation climatique qui s'appelle la COP 21, qui va avoir lieu au Bourget début décembre, et dans lequel on va essayer d'avoir un accord entre tous les pays du monde sur... Tous les pays vont être représentés? En principe, tous les pays du monde sont là, et tous les pays du monde doivent se mettre d'accord pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les émissions qui font que la Terre se réchauffe, et d'autre part, financer l'aide aux pays qui en ont le plus besoin, qui sont les pays pauvres, pour s'adapter au changement climatique. Donc c'est une négociation compliquée. Est-ce qu'ils sont obligés de tenir leurs engagements? C'est une des questions de la négociation. Qui va veiller à ce qu'ils tiennent leurs engagements? Donc ça veut dire qu'il faudrait mettre en place un système de contrôle. C'est que si je dis je vais réduire mais qu'en fait je ne fais rien, ben, il faut que quelque part on ait un espèce de gendarme international. Et aujourd'hui, des gendarmes internationaux, on n'en a pas véritablement. Donc c'est un des enjeux de l'accord aussi, c'est de savoir en quoi l'accord va être suffisamment contraignant pour que les pays
réalisent ce qu'ils s'engagent à faire. Alors là, l'objectif, c'est d'arriver à rester sous la barre des 2%, des 2 degrés oui, de réchauffement. Des 2 degrés, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'était un objectif qui a été fixé notamment par les scientifiques, parce qu'on considère qu'au-delà d'un réchauffement de 2 degrés en moyenne mondiale, la situation devient très difficile à gérer, la situation devient très vite catastrophique et extrêmement coûteuse pour le monde. Donc c'est un enjeu énorme. C'est un enjeu énorme. La difficulté, c'est qu'il concerne les générations futures, même si on commence à sentir les prémices du changement climatique, mais oui, c'est un enjeu très important, et en même temps, ça suppose, pour arriver à rester dans les 2 degrés, ça suppose un effort important. Énorme. Alors tu disais tout à l'heure qu'il y avait un nouvel acteur qui était les villes. Alors ça c'est important, parce que jusqu'à maintenant les villes on n'entendait pas parler. En tout cas sur ce sujet on n'entendait pas beaucoup parler. Ça, et effectivement, la négociation actuellement elle se passe entre les États, entre les représentants des pays, et puis on a vu progressivement monter en puissance des collectivités locales, des villes, des régions, qui disent, bon, nous à l'échelle locale, on va essayer de s'engager pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on va essayer de s'engager pour empêcher que les changements climatiques aient des impacts trop négatifs, donc on va prévoir du financement là-dessus. Et elles se sont réunies par exemple au mois de juillet à Lyon. Il y avait comme ça plus de 1000 représentants des collectivités locales qui ont dit aux États, les États, vous pouvez vous engager de façon ambitieuse face au changement climatique, parce que nous les villes, nous les régions, nous les collectivités locales, on va prendre des engagements forts chez nous. Et d'ailleurs, ils sont venus annoncer des engagements forts. C'est très bien. Et c'était assez surprenant, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas trop vu les collectivités locales dans le débat. Puis on a vu des maires, on a vu des présidents de conseils régionaux venir dire moi j'ai décidé de réduire considérablement le transport automobile, j'ai décidé de remettre de l'agriculture pour capter du carbone, j'ai décidé de lutter véritablement contre le gaspillage. Mais parfois, on voit bien que ça va gêner des entreprises, ça va créer des conflits d'intérêts potentiels. Mais en tout cas, on a vu un courage politique à cette échelle-là qui était intéressante, parce que c'était aussi un moyen de supporter les États, et que les États puissent prendre des engagements relativement ambitieux, en sachant qu'ils avaient derrière des villes qui pourraient... Donc ça permet de rester un petit peu optimiste. Alors, absolument. Revenons sur le sujet de ta conférence. Donc toi, tu parlais sécurité alimentaire. Alors le réchauffement climatique, il a une incidence sur la sécurité alimentaire. Le réchauffement climatique va affecter la production alimentaire. Il va faire baisser les rendements dans un certain nombre de régions dans lesquelles les plantes ne supporteront pas une augmentation de température. Il va affecter la production agricole parce que tous les spécialistes nous disent que le changement climatique il va se traduire par plus d'accidents. Il y aura plus de sécheresse grave, il y aura plus d'inondations graves, et elles auront lieu plus souvent, plus grave. Donc tout ce qui se passe actuellement, c'est bien le réchauffement climatique. Très très difficile de dire que les épisodes Cévenol qu'on connaît à Montpellier, c'est le changement climatique. Des épisodes Cévenol, on en a toujours connu dans la région. Et on n'a pas aujourd'hui de recul suffisant pour savoir si on en a de plus en plus souvent. C'est trop compliqué d'arriver, on n'a pas de recul suffisant. Effectivement, si des épisodes comme on en a connus ces dernières années, on les voit se multiplier presque tous les ans, toujours un peu aux mêmes endroits, et qu'il y en a de plus en plus souvent et de plus en plus graves, effectivement, on pourra commencer à se dire que c'est le réchauffement climatique. Ce que les spécialistes nous disent, c'est qu'à l'avenir, on va avoir ça. On va avoir de plus en plus d'épisodes d'inondation, de sécheresse, comme on appelle de paroxysme climatique, et qu'il va falloir s'adapter à ça. Donc il faut qu'on réagisse tous, le citoyen, les villes, les États, les citoyens, les entreprises, les collectivités locales. Si on veut protéger nos enfants. Si on veut protéger nos enfants, et ça veut dire qu'il va falloir être attentif à réduire les inégalités, parce que tout le monde n'est pas égal face à ça. Il y a des gens qui sont plus vulnérables, il y a des gens qui s'en sortiront toujours un peu mieux, parce qu'ils ont du capital, parce qu'ils ont des moyens de bouger. Et donc il va falloir être très attentif aux inégalités face au changement climatique. C'est là qu'il risque d'y avoir beaucoup de gens qui souffrent. C'est que tout le monde n'est pas égal face à ça. On croise les doigts et on dit à la COP21, c'est du bon boulot. Absolument. Merci Nicolas. Merci.
atelier qui ne devrait pas tarder. Je le remplace juste pour l'ouverture. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette Opéra Comédie pour la 20e semaine. Je suis pas président, je passe la cérémonie est ouverte. Vous pouvez, la cérémonie est ouverte. Merci, monsieur les guitares. Voilà, c'est bien parce que j'avais du mal à le dire. Alors expliquez-nous ce que vous faites en partenariat avec le Lions Club. Donc le Lions Club a sa journée mondiale aujourd'hui 8 octobre 2015, comme chaque année. Hein, c'est une journée annuelle mondiale où la stratégie et l'objectif c'est de dépister les maladies ophtalmologiques ignorées des malades, parce qu'il y a en fait chaque année on dépiste au moins 5% de patients qui ignorent leur maladie lors de ces journées de dépistage. Alors bien souvent c'est des patients qui n'ont pas accès aux soins, hein, qui profitent de ces journées de dépistage qui sont disséminées en France, soit dans des hôpitaux, soit dans des structures de consultation. Et donc c'est à cette occasion que l'accès aux soins est facilité, et du coup on a des appareils permettant de dépister des maladies notamment comme le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et donc c'est bien souvent des patients qui ignoraient qu'ils avaient une baisse de vision, puisque c'est souvent dans ces cas-là l'atteinte d'un seul œil, et comme ils ont conservé une bonne vision sur l'autre œil, et bien souvent ils ignorent la maladie et là c'est bien souvent des maladies qui touchent les deux yeux à terme, hein, puisque la dégénérescence maculaire liée à l'âge comme le glaucome, ce sont des maladies qui affectent bien souvent les deux yeux. D'accord, alors c'est pas réservé que pour les gens précaires, c'est ouvert à monsieur. Ah oui, tout le monde, parce que on sait que dans l'offre de soins, il y a ceux qui sont scrupuleux, qui vont voir l'ophtalmologiste régulièrement tous les ans, et puis d'autres qui auront plus de difficultés parce qu'ils s'estiment en bonne santé, ou qu'ils estiment que qu'ils n'ont pas de problème de vue. Hein, c'est un peu pareil que pour les soins dentaires. On sait qu'il y a une grande disparité de l'accès aux soins, même si les besoins sont finalement plus importants qu'on ne le pense. D'accord. Et là, ça a commencé là maintenant, 10h jusqu'à... Oui, voilà, c'est 10h jusqu'à 17h. Hein, en sachant que il faut des moyens technologiques, donc c'est pour ça que la société Nidec nous a prêté et nous met à disposition du matériel gracieusement, que l'hôpital nous a permis le CHU de Montpellier nous a permis de nous installer, et que nous au niveau de l'équipe bien entendu nous sommes sensibilisés par les maladies ophtalmologiques, et là c'est l'occasion aujourd'hui de participer à ce dépistage sans avoir une procédure administrative et il n'y a pas de paiement bien évidemment, puisque c'est totalement gratuit. D'accord, donc là les gens ils viennent, ils se font dépister en gros, et après ils ont un suivi où le suivi, là on les interroge pour savoir s'ils ont un ophtalmologiste. Donc s'ils ont un ophtalmologiste, on les renvoie bien entendu vers leur ophtalmologiste, qui est la procédure la plus courte et la plus simple.
soit c'est une procédure finalement assez urgente, donc dans ces cas-là on avise nous-mêmes, et sinon on les renvoie sur des consultations qu'on est entendu qu'on calibre par rapport au degré d'urgence du problème posé. D'accord, et bien super, on va aller voir tout ça. Bonne journée. Oui, c'est-à-dire que là, on leur demande leur nom, leur âge, où ils habitent, par quel support ils ont connu la journée. Quand ils reviennent, on leur demande 1, 2, 3, 4 s'ils ont été contents. Et là, pour avancer, on recommence s'ils ont connu, s'ils sont un homme, une femme, les âges, s'ils ont du diabète, de l'hypertension, du glaucome, s'ils portent des lunettes depuis longtemps, s'ils ont été voir l'ophtalmo, les lunettes de près, de loin. C'est le ballet flamenco Alegria qui proposera 80 minutes de danse avec 5 danseurs, 50 costumes, des voix, de la couleur, du rythme, du mouvement, pour permettre de découvrir l'éventail du flamenco, du pur au contemporain, en passant par la sévillane. C'est une nouvelle formule avec des musiciens cette fois. Donc le contenu, je dirais, pas tout à fait le même, il y a beaucoup de choses reprises, mais par contre, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus festif, il y a de la musique et des musiciens, donc quand on y joue. Merci. Bonsoir à tous. Bon, je crois qu'on se connaît à peu près tous. Vous êtes là, on se croirait le 31 décembre. Bon, sauf que vous ne danserez pas ce soir. Écoutez, nous on est très heureux. D'abord, on est très heureux d'être avec vous chaque fois pour passer la nouvelle année. Parce que je crois, je ne sais pas pour passer, comme on dit, l'éponge à toute l'organisation de Vincent Ribera, mais des réveillons comme j'ai pu en connaître pendant 25 ans, maintenant presque 30 ans de métier. Ça fait, je crois que c'est la 4e année ou 5e année, 4e année, 4 ou 5, bon on va plus les compter. Je crois que des réunions comme ça, il n'y en a pas 50. Ça se passe toujours bien. Ça commence dans les 20h30, 21h, on finit à 5h du matin, il y a toujours tout le monde. Le temps que Bendy se prépare, on va voir le verre de l'amitié. La société Ricard nous a offert un apéritif ce soir, il y aura du Ricard, il y a du rosé, un petit peu de tout. Un petit mot de clôture, Arlette. Je vais repasser la parole à Arlette. Merci à tous, on se retrouve au bar dans 2 minutes. Et puis surtout, ne partez pas, Bendy Doty vous attend de pied ferme. Si, en ayant tout enregistré, nous allons commencer les manifestations 18 novembre et la dernière 12 mai. Donc, entre-temps, vous aurez 16 représentations. Merci Vincent, et que le spectacle commence. Merci de la confiance que vous m'apportez à la municipalité. Monsieur le maire n'est pas là, il s'est excusé. La télé, on faisait des trucs comme ça pour inciter les gens à recycler tout. Alors moi je sortais d'une poubelle, c'était les premiers épisodes, je sortais d'une poubelle en disant recycler. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai parlé de San Francisco qui va bannir les bouteilles d'eau. Ouais, et j'ai dit ça. Donc...